Soyons honnêtes, les deux camps ont utilisé cette période de 60 jours pour se réarmer, se rééquiper et préparer la phase suivante. Mais je ne pense pas qu'aucun des deux camps s'attendait vraiment à ce que l'autre accepte ces conditions. Je veux dire, les termes. Je me souviens, quand les termes de l'accord initial de 60 jours sont sortis, j'ai été choqué que le président Trump signe ça, parce que c'était essentiellement un document de capitulation. Tout était en faveur de l'Iran. Et l'issue la plus probable, c'est que le président Trump n'avait jamais eu l'intention de le faire. C'est pour ça que c'était quoi? Je crois qu'au bout de 5 jours, il ne s'est même pas écoulé une semaine que, enfin, premièrement, le premier paragraphe disait qu'Israël devait arrêter complètement sa guerre au Liban. Ça n'allait, disons, jamais arriver. Mais ensuite, le paragraphe 5, bien sûr, sur le détroit d'Ormuz, disait que l'Iran et Oman auraient le contrôle administratif pendant 60 jours, sans frais, etc. Et puis, je crois que 5 jours plus tard, on a annoncé que les États-Unis avaient mis en place un corridor sud avec Oman. Ce qui est intéressant, puisque c'était en violation de cela. Ensuite, on a commencé à faire passer des navires. Et après ça, vous savez ce qui s'est passé? Les attaques ont commencé. Notre réponse, 13 jours de frappe réciproque, jusqu'à ce qu'on finisse par dire « Bon, d'accord, c'est stupide, alors arrêtons ça ». Mais maintenant, je pense que, enfin, les 60 jours sont écoulés. Il n'y a aucun dialogue. Il n'y a même pas de discussion entre les États-Unis et l'Iran. Donc je pense que les deux camps se préparent, tout simplement. J'ai d'ailleurs parlé plus tôt aujourd'hui avec une source à Téhéran qui m'a dit qu'ils s'attendent à ce que cela reparte en guerre, d'une manière ou d'une autre. Alors, ils s'y préparent mentalement, ils s'y préparent physiquement. Et honnêtement, je ne vois rien qui me permette de croire qu'il y aura une quelconque avancée susceptible d'empêcher cela. J'ai peur qu'on retourne à la guerre. Vous pensez que les États-Unis s'y préparent clairement et qu'ils se préparent à y retourner? Eh bien là-dessus, il n'y a aucun doute. Oui, j'en suis certain à 100%. Trump a dit hier qu'on n'envisageait pas de revenir au protocole d'accord. Alors, est-ce qu'ils attendent que l'Iran jette l'éponge ou est-ce qu'ils repartent à fond? Oui, et je ne pense pas que qui que ce soit assez naïf pour croire que ces sanctions économiques vont simplement faire s'effondrer l'Iran alors qu'elles ne l'ont pas fait pendant les 47 premières années, y compris durant les 8 années de la guerre Iran-Irak et tout le reste. Je ne pense pas que qui que ce soit s'imagine que cela va arriver. Donc, il va falloir céder. Les États-Unis vont devoir faire des concessions et revenir à une forme d'accord que l'Iran accepterait. Et je n'arrive pas à nous imaginer faire ça, parce que Ghalibaf a déclaré ce matin, et je pense qu'il a annoncé que cela repartait vers la guerre, en disant « Toutes ces conditions doivent être remplies avant même que nous envisagions de rouvrir le détroit d'Ormuz, à savoir le déblocage des fonds gelés, la levée des sanctions et le fait que nous aurons le contrôle du détroit d'Ormuz. » Si vous acceptez tout cela d'emblée, et il y avait plusieurs autres conditions aussi, alors nous irons. Alors, nous pourrons commencer à discuter. Mais cela n'arrivera jamais. Donc, il ne reste qu'une seule voie, le retour au combat. Il n'y en a pas d'autre, pour l'instant. Et je pense que le camp iranien essaie en fait de provoquer les États-Unis pour qu'ils fassent cela, afin de pouvoir apparaître comme s'étant défendus. Mais je vous garantis qu'ils sont prêts à tirer des missiles et toutes sortes d'autres munitions sur des cibles partout dans la région. Et si Trump met sa menace à exécution en frappant les infrastructures énergétiques, les infrastructures pétrolières en Iran, alors je pense qu'ils vont mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Et ce sera catastrophique pour l'économie mondiale. Je pense que nous nous dirigeons vers quelque chose qui ressemble à une dépression. Ça ne va pas gouverner autrement.
À Dieu ne plaise. Mais c'est certainement quelque chose que nous suivrons de très près, ici, dans le Trump Report, et sur lequel nous tiendrons notre public informé chaque jour. Passons à un sujet un peu différent, et parlons de l'USS Abraham Lincoln. Je vais juste donner un peu de contexte à ceux qui ne seraient pas au courant. Je suis sûr que notre public l'est, mais pour ceux qui ne le sont pas, parce que j'extrapole parfois un peu trop. Étant originaire de Londres et vivant au Royaume-Uni, tout en animant une émission sur la politique américaine. Si c'était une histoire britannique concernant la Royal Navy, elle ferait la une de tous les journaux et de tous les bulletins d'information. Le porte-avions est en mer depuis presque 9 mois. Cela représente plus de 250 jours sans une seule escale. Un record à l'époque moderne. Et cela a évidemment donné lieu à des informations faisant état de pénurie de nourriture, de problèmes de plomberie et plus largement de conditions de vie difficiles à bord. Il y a aussi des inquiétudes concernant la santé mentale de certains membres de l'équipage. Des proches de certains d'entre eux affirment qu'ils ont tenté de sauter par-dessus bord. Daniel, on a toujours un peu l'impression que cela résume toute la guerre. Ce porte-avions a été envoyé dans la région pour aider à ouvrir le détroit. Et maintenant, ce porte-avions est lui-même en plein désarroi, alors qu'hier, seulement 6 navires environ ont traversé le détroit. Écoutez, c'est une situation vraiment préoccupante. C'est ce que je soutenais déjà en décembre et janvier dernier, lorsqu'il est devenu évident que quelque chose se préparait et qu'une guerre était sérieusement envisagée. Militairement, c'était irréalisable. On n'allait jamais y parvenir, simplement à coups de bombardement. C'était douloureusement évident. Et je l'ai dit, vous savez. Mais Trump avait cette mentalité de grande armada, dont il n'arrêtait pas de parler, avec tous ses porte-avions et tous ses moyens aériens basés au sol. Donc, essayer de les mettre hors d'état de nuire par la puissance maritime, navale et aérienne, ça n'allait tout simplement jamais marcher dans un pays aussi vaste que la majeure partie de l'Europe occidentale. Bon sang, avec toutes ces chaînes de montagnes, toutes ces villes de missiles sous ces montagnes de granit. Ça n'allait jamais arriver. Et maintenant, on en paie le prix. Il a essayé. Ça a échoué. Et maintenant, voilà notre meilleur porte-avions, notre meilleure force mobile, le symbole de la puissance américaine. Ce symbole se fissure et tombe en morceaux, et il n'a pas atteint son objectif. Peu importe. Je crois qu'ils ont effectué quelques 10 000 sorties depuis ce porte-avions. C'est un rythme incroyable. Je peux vous le dire, j'ai effectué 4 déploiements en zone de combat au cours de ma carrière dans l'armée. Rien que le fait d'être déployé est très éprouvant. Mais quand c'est sans arrêt avec ce genre d'activité, c'est extrêmement épuisant psychologiquement si vous n'avez même pas un jour de repos en gros et que vous ne pouvez pas quitter le navire, bien sûr. Et maintenant, quand on gère cette situation terrible, quand le secrétaire à la guerre se rend sur place, quand le commandant du commandement central s'y rend, et surtout quand le commandant du CENTCOM, l'amiral Cooper, y va avec une équipe de tournage, ils ont toutes ces images de lui serrant la main à tout le monde, avec tout le monde qui sourit. Il remet des médailles à des gens, puis il dit à tout le monde que tout va bien. Le secrétaire Hicks dit que ce sont de fausses informations, qu'il ne se passe rien. Bien sûr, c'est un peu difficile. Enfin, c'est une situation de combat, mais ces gars sont formidables. L'autre dit « Oh, ils sont résilients ». En gros, ça revient à dire que tout ce que vous entendez de la part des militaires, de leur famille, c'est un ramassis de conneries. Et ils le savent tous. Tout le monde sur ce navire sait ce que ça veut dire. Ça veut dire « on se fiche de vous ». Taisez-vous. Arrêtez d'envoyer des SMS à qui que ce soit, parce qu'on veut garder ça secret. Pendant ce temps, eux doivent continuer à vivre ça au quotidien. Ils le savent. Et c'est
C'est l'une des choses que l'amiral Cooper a dites hier et que j'ai trouvé particulièrement exaspérante. Il a dit « Les hommes savent à quel point leur mission est importante et quel succès ils ont remporté. » Je veux dire, mec, tout le monde sur ce navire sait que la mission ne sert à rien. Ils savent que leur puissance, aussi grande soit-elle, est très loin d'être suffisante pour atteindre l'objectif politique qu'on leur a fixé. Et ils savent que c'est un échec. Ils savent que ce qu'ils font est vain. Alors ils veulent juste partir. Mais quand on leur dit « Non, nous pensons que c'est vraiment important », ils savent qu'on leur ment. Et ça ne fait qu'éroder davantage la confiance qu'ils ont dans la direction de la marine et dans le commandement militaire au sens large. Et je pense que ce sera un problème encore plus important, même après leur retour au port. Eh bien oui, je voulais vous soumettre cela, parce que j'ai vu d'autres analyses de spécialistes militaires sur toute une série de chaînes à travers le monde. Et, pour être honnête, j'ai trouvé ça un peu insensible. Certains disaient en substance que bon, vous savez, ces inquiétudes des familles sont tout à fait normales quand on est absent depuis 250 jours. Bien sûr qu'elles vont dire cela. Mais, vous savez, le travail doit quand même être fait. Que répondent Spitz? Je peux vous le dire, et je parle ici d'expérience personnelle directe, en particulier lors de mon dernier déploiement de combat en Afghanistan, en 2010 et 2011, pendant le renfort décidé par Obama. Je peux vous dire que les gars sur place faisaient leur travail, quel qu'il soit, et qu'ils le faisaient chaque jour du mieux qu'ils pouvaient. Dans ce cas-là, ils disaient « Écoutez, on sait que cette mission est stupide. On sait que tout ce qu'ils racontent là-haut, au quartier général, comme ils disent, n'a aucun sens. Parce que tout ce qu'on fait, c'est mener des actions tactiques. Et on sait qu'on va partir au bout de la période prévue, qui était de 12 mois à l'époque, puis rentrer chez nous. Rien n'aura changé. » Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, ils font leur travail. C'est un peu pire que ce que j'ai connu, parce que dans ma situation, enfin, il n'y avait pas de pénurie de nourriture. À l'époque, on nous donnait même de très bons repas, et on pouvait faire tourner les gars. Ils pouvaient prendre un peu de repos et de récupération, ils pouvaient se détendre. Je me souviens d'avoir vu certains de ces gars jouer aux jeux vidéo dans leur baraquement pendant leur temps libre. Ici, on n'a pas vraiment cette possibilité, notamment parce qu'on ne peut aller nulle part. On est dans un tout petit espace confiné et la nourriture est terrible parce que le système naval n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour faire escale régulièrement. Mais on ne peut pas faire escale parce que selon l'amiral Mullen hier, l'ancien président des chefs d'état-major interarmés, toutes les bases ont été rendues dangereuses. Donc, on ne peut pas s'y rendre. Le porte-avions peut manœuvrer en mer, et il est difficile de toucher une cible en mouvement, même avec la technologie de l'Iran. Mais si vous entrez dans un port, vous êtes mort. Si vous faites escale quelque part, vous devenez une cible fixe, et on peut vous neutraliser comme tout le reste que nous avons frappé. Donc, nous ne faisons pas ça. Notre système lui-même n'y survivrait pas. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir de nourriture fraîche. Ils ne peuvent pas avoir de fruits frais. La viande arrive avariée, et ainsi de suite, parce qu'il faut trop de temps pour acheminer les produits depuis d'autres ports, les faire traverser et les transborder d'un navire à l'autre. Le système n'est pas conçu pour ça. Donc je pense que les gens qui minimisent leurs plaintes ne comprennent pas ce que ces gars traversent. C'est différent, même de ce que moi, j'ai vécu. Et je pense que le fait demeure. Donald Trump peut qualifier ça de fausses informations. Je crois qu'il a dit à la journaliste de CNN de se taire lundi quand on l'interrogeait à ce sujet. Mais le fait demeure que l'USS George Washington est actuellement en route depuis la Malaisie pour le remplacer.
Donc le Pentagone et le département de la guerre doivent savoir qu'il y a un problème. Oh oui, oh croyez-moi, ils le savent, bien sûr, en coulisses. Ils mentent simplement à ce sujet en public. Je comprends leur logique. Ils se disent, bon, on ne peut pas admettre qu'il y a un problème. Alors disons à tout le monde, oui, c'est difficile, mais vous savez, ces gars sont résilients et tout ce genre de choses, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas l'admettre. Sinon, ce serait comme un incendie majeur qu'il faudrait éteindre, et il faudrait apporter des changements. Mais ils rendent un mauvais service à leurs militaires, aux marins et surtout aux marines, parce qu'ils savent. Ils érodent donc la confiance dans le commandement, avec des conséquences à plus long terme que ce seul déploiement. Mais certains de ces types, certains de ces dirigeants dont je parle, certains de ces amiraux, doivent aller voir le président des États-Unis et poser leurs étoiles sur la table, s'il le faut, en disant « c'est un abus envers nos hommes. Ça ne marchera pas, ça n'aboutira pas, ça ne forcera jamais l'ouverture du détroit. En revanche, ça continuera d'éroder notre puissance de combat et notre sécurité nationale. Alors, soit vous faites ce qu'il faut et vous les ramenez à la maison, soit vous pouvez garder mes étoiles. Moi, je partirai d'ici en civil. » Quelque chose comme ça provoquerait un électrochoc. Mais au lieu de ça, tout ce qu'ils font, c'est continuer à servir de porte-voix à une mauvaise politique. Eh bien, comme je l'ai dit au début de cette séquence, je pense que si cette affaire concernait des navires de guerre britanniques, ou peut-être si elle s'était produite il y a 10 ou 20 ans, ces mauvais traitements présumés envers des militaires feraient scandale au niveau national. Mais je ne sais pas. L'affaire a reçu un peu d'attention. Elle ne semble pas avoir pris l'ampleur qu'on aurait pu imaginer. Si, parce que ça a clairement fait l'actualité. On en a parlé partout ici. Dans la presse écrite, les médias, les grands médias, partout. Mais les grands médias saturent l'espace avec l'idée que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et ils montrent ces images de l'amiral Cooper avec les hommes eux-mêmes. Hegseth monte sur le navire, tout ça pour dire à tout le monde « Oh, c'est des fausses infos ». Et bien sûr, beaucoup de soutiens du président croient déjà que les informations des grands médias sont fausses, comme cette journaliste de CNN dont vous avez parlé, qui s'est fait prendre à partie, ce qui est devenu assez courant. Donc ils vont croire ce qu'il dit plutôt que ses autres reportages. Et c'est malheureusement une caractéristique de notre environnement actuel ici aux États-Unis. Ce n'est pas le seul navire américain à faire parler de lui. On a appris plus tôt cette semaine que le mois dernier, un destroyer, l'USS Benfold, se trouvait en mer de Chine méridionale et était resté à la dérive pendant 4 jours. L'équipage s'est retrouvé sans nourriture, sans eau, sans toilette, en état de marche et sans climatisation. Étant britannique, je connais bien les faiblesses perçues, les difficultés et les défis auxquels la Royal Navy est confrontée en ce moment. On en parle beaucoup dans ce pays. Mais je sais que c'est un point que vous avez évoqué sur votre chaîne. Les États-Unis ont toujours le plus grand budget militaire du monde. Ils ont la plus grande marine et la plus grande puissance aérienne. Mais selon vous, sont-ils vraiment entièrement préparés pour la guerre de demain? Non, pas du tout. Nous avons l'armée la plus chère du monde. Nous n'avons pas l'armée la plus puissante du monde. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse l'affirmer rationnellement. La Chine comme la Russie sont plus puissantes, tous facteurs confondus. Surtout la Chine sur le plan technologique et naval. Elles sont clairement très loin devant nous. La Russie sur Terre est très loin devant nous, à la fois par sa taille et par son expérience de la guerre moderne. Et c'est dans les mentalités que nous prenons le plus de retard. Aujourd'hui, nous cherchons essentiellement à construire une armée qui serait celle de la Seconde Guerre mondiale.
de tempête du désert ou même de l'opération Iraqi Freedom en 2003, mais en mieux. Juste un peu mieux. Nous ne voulons rien changer. Nous conservons la même doctrine. Nous restons organisés pour le combat de la même manière. Or, le combat a radicalement changé dans les airs, en mer. Je veux dire, les Ukrainiens ont pratiquement chassé toute la flotte russe de la mer Noire, sans même avoir de marine, grâce à cette nouvelle technologie. Et nous n'en avons rien appris. Nous parlons encore aujourd'hui de construire toute une nouvelle série de cuirassés, ce qui est anachronique, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que les capacités de surface ne sont tout simplement plus viables quand on entre en combat. Si certains de nos navires n'ont pas déjà été coulés, c'est uniquement parce que, les Iraniens ont fait ce choix. Parce que, avec une compréhension du fonctionnement de la défense aérienne sur un navire de guerre, avec le système Aegis et tous ces autres dispositifs, vous pouvez saturer ce système avec suffisamment de missiles et de drones pour qu'il ne puisse tout simplement pas engager autant de cibles à la fois. Et ces capacités sont limitées. Une fois que vous avez tiré ces missiles intercepteurs, et je crois qu'il y en a environ 500 de différents types, dans un groupe aéronaval autour d'un porte-avions, vous êtes littéralement sans défense. Ensuite, un drone peut arriver et vous pilonner, et vous ne pouvez presque rien faire. Vous pouvez essayer de le tirer avec certains des canons embarqués à mesure qu'il se rapproche. Mais face à certains de ces engins, s'ils sont assez nombreux, vous finissez simplement par ne plus avoir de munitions. Vous n'en aurez tout simplement pas assez. Mais ils n'ont pas encore essayé ça. Ils n'ont pas saturé le système. En revanche, nos adversaires, je vous le garantis, la Chine le sait. La Russie le sait. La Russie l'a constaté. Et bien sûr, face aux drones navals, aux drones sous-marins, nous ne sommes tout simplement pas préparés. Nous ne sommes pas préparés dans les airs, en mer, ni au sol. Et nous n'avons apporté aucun des changements nécessaires si l'on veut pouvoir combattre un adversaire de même niveau. Par exemple, si l'article 5 était déclenché et que l'OTAN entrait en guerre contre la Russie, ce qui, malheureusement, n'est plus aussi hypothétique qu'avant, nous ne serions pas préparés. Et cela vaut pour l'ensemble de l'OTAN, pas seulement pour les États-Unis. Nous ne serions pas prêts, aujourd'hui, à un combat terrestre contre les Russes, qui, eux, mènent clairement des opérations offensives et défensives depuis des années. Et oui, c'est un gros problème. C'est le plus grand problème pour notre sécurité nationale à l'avenir.